Bienvenue à tout le monde, bienvenue à chacun. Merci d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Maxime Domeni, je suis le représentant ou le responsable Afrique francophone du réseau international du journal d'investigation GIJN. Aujourd'hui, nous sommes là en compagnie de nos amis de Pulitzer Center. Nous espérons avoir une session assez dynamique, intéressante, enrichissante pour chacun de nous. Euh, Nous allons commencer tout à l'heure, le temps juste de laisser encore une minute pour recevoir, en tout cas pour que d'autres amis se joignent à nous. Euh, Juste vous informer aussi que ce webinaire, ces échanges seront enregistrés. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que bon, on vous informera sans enregistrer, mais bon, on vous informera ensuite de comment y accéder aux besoins. Alors, l'autre point que je souhaiterais aussi ajouter, c'est que vous avez la possibilité de poser vos questions dans la session chat ou dans la session, autant pour moi, Q et R, questions et réponses. Et on va diviser le webinaire, on va dire, en deux grandes parties. Donc, il y aura le premier tiers qui sera consacré aux présentations. Donc, les 20 premières minutes sont consacrées aux présentations. Et ensuite, la parole sera ouverte. En tout cas, la parole sera donnée pour que vous puissiez poser vos questions et donc interagir avec les intervenants. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais juste dire quelques mots à propos de GIGN. Alors, GIGN, c'est le réseau mondial du journal d'investigation en anglais, Global Investigative Journalism Network, qui est un réseau qui essaie de constituer en fait euh, une plateforme, le cœur de l'infrastructure mondiale, le cœur du mouvement mondial de journal d'investigation. Et donc, nous travaillons à renforcer les capacités des journalistes, à doter les journalistes d'outils et d'opportunités, de ressources dont ils ont besoin pour mener un travail de redevabilité partout où ils se trouvent sur la Terre. Donc, moi, j'assure le poste de responsable Afrique francophone. Et donc, j'ai le plaisir et l'honneur pour moi aujourd'hui de vous accueillir dans ce webinaire. Avant de commencer, je ne sais pas comment vous avez entendu parler de ce webinaire, mais nous publions chaque jour pratiquement des opportunités sur nos pages sur Twitter, LinkedIn et Facebook. Et donc, pour ceux qui ne nous suivent pas encore, je vous inviterai à le faire. Je vais juste rapidement présenter, vous montrer notre page, nos pages sur Twitter et Facebook. Comme ça vous permet de, attendez rapidement, ça vous permet de nous suivre. Et après, je passerai la parole à Madeleine. Et pour la suite, juste donnez-moi, voilà. Donc, si regardez ça, c'est GIGN en Afrique. Pour ceux qui sont encore sur Twitter, bon, Twitter aujourd'hui, X aujourd'hui, et Twitter, pour ceux qui sont encore sur X. Et donc, vous pouvez nous suivre sur GIGN Afrique. Et donc, vous allez voir ici, par exemple, il y a cette opportunité que nous avons mise ici, qui est un appel pour un cours en ligne sur les fondamentaux du journal d'investigation. C'est un cours, je vous invite à y aller, à regarder, à postuler. Et ça, c'est sur Twitter. Et puis ici, donc sur Facebook aussi, vous pouvez nous trouver sur GIGN Afrique, Global Investigative Journal Network, GIGN Afrique. Et donc, euh, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ces pages, nous sommes également sur LinkedIn, vous allez voir GIGN en français. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à pouvoir le faire. Alors, donc cela dit, je vais rapidement introduire Madeleine et Augustine et Arthur. Madeleine, c'est l'éditeur Afrique de Pulitzer Center. Et avec ses collègues Augustine Kazamboulé, Madeleine qui est basée, moi je suis basé à Dakar au Sénégal, Madeleine qui est basée au Cameroun, Augustine en RDC, Arthur qui viendra aujourd'hui partager son témoignage, qui est un bénéficiaire des programmes de police de santé, donc qui va partager aujourd'hui son expérience et qui est basé au Burundi. Alors Madeleine, you have the floor.
Merci Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis bien évidemment l'éditrice Afrique de Pulitzer Center et non l'éditeur, l'éditrice Afrique. Et euh, alors, c'est un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui avec vous pour échanger sur les opportunités qu'offre le Centre Pulitzer Center. Il y a beaucoup d'initiatives que nous appuyons constamment. Mais avant d'y arriver, Augustine aura le temps de nous expliquer un peu quelles sont les grandes, les subventions qui sont en cours actuellement et peut-être les subventions aussi qui arrivent. Je peux partager mon écran rapidement. Oh, 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 oh. Voilà, voilà, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un souci. Je voulais partager mon écran, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, donc, je vais peut-être envoyer la présentation, Maxime, parce que l'écran, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire le partage. Alors, dans le Centre Poliseur, c'est une organisation d'appui aux journalistes. Nous donnons essentiellement des subventions, des grants. Ça peut être des bourses de longue durée, des bourses de courte durée pour réaliser des enquêtes sur des sujets de fond, réaliser des reportages de fond sur des sujets différents. Alors, le Pulitzer Center est basé aux États-Unis et nous avons une approche qui vise à mettre en avant non seulement les articles des journalistes qui sont dans notre réseau, des journalistes boursiers dont nous donnons le financement pour la production de l'enquête. Le journaliste produit son enquête, mais après avoir publié aussi son enquête, on a ce qu'on appelle les activités de sensibilisation et d'engagement, dont on a deux gros départements au niveau du Pulitzer Center. Donc, en même temps, on appuie ces enquêtes, mais après, quand l'enquête est déjà publiée, le journaliste peut bénéficier d'autres types de subventions ou alors son article peut être transformé pour, par exemple, faire des bandes dessinées, pour faire des sensibilisations dans des écoles, pour éduquer, toucher de nouvelles cibles, euh, pour mieux partager les informations trouvées dans son article avec une cible différente. Donc, c'est un peu ça que nous disons, le plus sensible au grand public, non seulement aux problèmes mondiaux dont on ne parle pas assez, mais en soutenant le journalisme directement par des grandes et des subventions. Et nous proposons aussi un programme d'éducation unique pour sensibiliser le public sur des différents enjeux planétaires, mais qui se posent aussi au niveau local. Alors, comment de façon spécifique nous procédons ou qu'est-ce qui est recherché dans les pitchs quand nous avons des appels à candidature? Nous recherchons principalement, est-ce qu'il s'agit d'un problème systémique? Quand on va dire problème systémique, ça peut sembler très complexe, mais c'est simplement pour dire, est-ce que le sujet dont le journaliste veut parler, ça concerne une thématique qui est d'ordre national, d'ordre régional ou d'ordre international? Est-ce que c'est un problème qui est mondial, mais qui se répercute par exemple à ce niveau local? Donc, quand le journaliste réussit à établir la connexion entre le sujet qu'il va réaliser dans une localité donnée dans son pays et une thématique globale, c'est pour nous, c'est ça, c'est dans ce sens qu'on parle de sujet systémique. L'autre aspect aussi que nous regardons beaucoup, c'est est-ce que c'est un sujet peu médiatisé ou alors c'est un sujet sur lequel les gens ont déjà beaucoup travaillé. Si par exemple c'est une thématique qui est déjà beaucoup, très médiatisée, qu'est-ce que le journaliste veut apporter de nouveau? Est-ce il a trouvé un angle nouveau? Est-ce que par exemple il y a eu beaucoup de reportages radio et que lui veut faire un article cybernétique avec des données, des images satellitaires, donc tout ce qu'il y a comme élément innovant qui pourra donner une nouvelle information dans l'article, une nouvelle perspective à l'article, c'est ce que nous recherchons, si l'angle a déjà été suffisamment médiatisé. Maintenant, si l'angle n'a pas été, le sujet n'a pas été suffisamment médiatisé, c'est la bienvenue. Si le journaliste peut nous montrer que c'est un sujet qui est digne d'intérêt, c'est un sujet qui affecte ou impacte une grosse partie de la population, pas juste un groupe isolé, mais qui a des interconnexions avec d'autres acteurs sur le plan national, régional ou international. L'autre élément qui est très central pour nous, c'est est-ce que l'histoire est en mesure de susciter l'intérêt? Est-ce que les gens veulent lire ça? Et
le plus souvent à travers une enquête préliminaire, des recherches préliminaires, le journaliste peut sentir, peut identifier, est-ce que les gens ont envie de savoir davantage sur les questions? Est-ce que ça peut être intéressant pour les gens de savoir, par exemple, qu'il y a une pénurie d'eau? Est-ce que c'est pas redondant pour des gens? Et qu'est-ce que je veux mettre en avant qui peut intéresser? Est-ce que je veux toucher plutôt un nouveau public? Peut-être les décideurs, parce que depuis, ça reste seulement au niveau local. Peut-être c'est les bailleurs internationaux, parce que peut-être c'est eux qui ont fait des financements dans les pays et n'ont pas fait le suivi nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui peut susciter l'attraction d'une nouvelle audience? Et enfin, le troisième élément que nous évaluons de plus souvent sur les pitchs, c'est est-ce que vous êtes le mieux placé? Est-ce que le journaliste qui a soumis le pitch ou l'équipe de journalistes ayant soumis le pitch est la mieux placée pour réaliser ce travail? Et là, peut-être on me demandera la mieux placée par rapport à quoi est-ce que les autres ne sont pas bien placés. C'est simplement de dire qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire dans le passé qui s'apparente à ce que vous voulez proposer en termes de qualité, en termes de standards, de travail solide. Si vous avez l'habitude de faire des travaux profonds, approfondis, bien documenté, bien illustré, ça montre déjà que vous avez une expérience. C'est vraiment ça, vos travaux antérieurs. Si par exemple, vous dites que vous allez collaborer sur le projet avec quelqu'un et vous montrez que vous avez déjà eu à faire des collaborations, ça aussi, c'est des éléments qui aident à étoffer davantage votre candidature et montrer que vous êtes le candidat qu'il faut pour le pitch. Alors, qu'est-ce que nous encourageons souvent à faire? C'est de montrer dans votre pitch que vous avez fait une recherche préalable. Donc, toutes les données qui vous permettent de montrer que le problème dont vous voulez parler, vous avez plus accès aux sources, vous savez qui peut vous donner l'information, vous connaissez comment vous rendre dans la localité, quels sont les coûts et autres. Ça nous montre que vous avez fait une recherche préalable. Vous nous dites pourquoi l'histoire est importante et ce qui rend votre approche différente. L'autre chose que nous souhaitons que vous puissiez faire, c'est vraiment mettre l'accent sur la diffusion. Par exemple, les lettres d'engagement reçues des médias qui sont prêts à publier. Et les éléments que nous encourageons vraiment à éviter, c'est d'éviter de négliger la faisabilité, la sécurité. Euh, Vous devez également ne pas oublier de consulter notre site web parce que le plus souvent, le site web contient des informations ou bien des articles similaires. Et si vous ne consultez pas, peut-être vous allez proposer quelque chose que d'autres ont déjà, sur laquelle d'autres ont déjà travaillé. Et la question budget aussi, que le budget soit le plus détaillé possible. Un budget qui est global, trop vaste et vague, ça suscite beaucoup d'interrogations et de questionnements. Alors, les grandes que nous avons un grand spécifique pour les sujets peu médiatisés en Afrique subsaharienne. Là-dedans, ça concerne tous les sujets dignes d'intérêt qui se passent sur le continent, qui ont un impact sur les populations sur le continent. Et ça peut être de l'eau, les sujets liés à l'éducation, au droit à la santé, ou même les sujets liés à l'environnement. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Augustine pour la suite, pour nos appels spéciaux qui sont en cours actuellement. Merci. Merci Madeleine. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une bonne opportunité que de vous savoir nombreux afin que nous puissions partager sur ce bon sujet parce que c'est la question que plusieurs d'entre nous nous posons, comment faire pour obtenir une subvention et quelles sont les opportunités disponibles. Et donc, moi, je vais beaucoup plus vous parler des opportunités qui sont disponibles en ce moment au sein de Pulitzer. Nous avons ce que nous appelons les appels nous avons deux appels spéciaux à proposition. Nous avons un premier appel qui va s'achever le 28 février, ce 28 février. C'est un appel qui demande, nous demandons aux journalistes de proposer des sujets qui vont leur permettre de couvrir le domaine environnemental, mais ces sujets doivent être axés sur la transparence et la gouvernance. Alors, par rapport à ces sujets, ce que nous demandons, ce que nous attendons pour l'appel à proposition sur la transparence et la gouvernance, c'est qu'il faudrait que ce soit des projets qui évaluent ou qui examinent
tout ce qui se passe au niveau de la régulation de l'environnement, des écosystèmes, ça peut être au niveau local, au niveau national, régional et pourquoi pas mondial. Et que nous puissions aussi, nous acceptons aussi des sujets toujours en rapport avec la transparence et la gouvernance qui touchent aux impacts de ces régulations sur les communautés qui dépendent de ces écosystèmes. Si vous pouvez aussi venir avec des sujets qui sont susceptibles d'identifier les intérêts qui menacent ces écosystèmes, parce que souvent il y a des intérêts qui poussent à ce que les écosystèmes puissent être détruits. Si vous venez avec ce genre de sujets, ce sont des sujets qui seront vraiment les bienvenus. Donc, nous acceptons aussi des sujets qui mettent en évidence les politiques ou les actions essentielles qui sont prises toujours en rapport avec la transparence et la gouvernance. En tout cas, dans ce domaine, vous comprenez tout de suite que c'est vraiment un domaine transversal. Il y a beaucoup de sujets. Le deuxième appel spécial à proposition qui est aussi en cours, qui va s'achever le 6 mars, nous attendons les propositions sur le climat. En anglais, nous disons climate and labor, mais c'est le climat, le travail. Donc, c'est un appel spécial qui est vraiment qui tient compte, qui prend en compte les responsabilités des entreprises, qui prend en compte les gens, qui prend en compte aussi l'adaptation. Quand nous parlons de l'adaptation, nous faisons allusion à la résilience des communautés. S'il y a des solutions locales, leurs impacts. S'il y a des histoires qui peuvent amplifier les voix des populations concernées, ce serait vraiment très intéressant pour cet appel à proposition. J'ai parlé de la responsabilité des entreprises. En fait, quand nous voulons parler de la responsabilité des entreprises, il y a des axes tels que le flux commerciaux. Vous pouvez vouloir vous pencher sur l'investigation, investiguer sur le flux commerciaux, vous êtes les bienvenus. Sur les chaînes d'approvisionnement, ça peut être les chaînes de toutes destinées aux consommateurs. Et puis, ça peut être aussi des sujets qui peuvent pousser à la redevabilité des entreprises et pourquoi pas à voir comment est-ce que les entreprises s'adaptent au changement climatique. J'ai parlé aussi du genre. Nous savons tous que dans ce monde évolutif, bien que nous parlons l'aspect genre, il y a quand même beaucoup d'améliorations dans ce domaine, mais nous sommes toujours intéressés à avoir des sujets en rapport avec le genre, le travail et le genre, bien sûr, voire parler des femmes parce que nous savons qu'il y a des femmes qui sont exposées aux risques climatiques. Si vous avez des sujets de ce genre, n'hésitez pas à les soumettre. Ça peut être les inégalités au niveau du travail, peut-être au niveau salarial, ou tout ça là, ce sont des sujets qui peuvent être intéressants. La présence, nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le secteur, qui sont non syndiquées, donc qui sont un peu vulnérables. Si vous pouvez venir avec ces sujets, les sujets qui se rattachent à ça, je pense que ce serait vraiment intéressant. Et ce que je dois aussi dire, c'est qu'il ne faut pas oublier ce que Madeleine a dit, que dans tout ce que nous recherchons que ce soit des sujets qui soient systémiques. Alors, il y a des gens qui se posent des questions. Qu'est-ce que l'on recherche également? Avant de soumettre votre proposition, prenez le soin de vous poser quelques questions. Parmi ces quelques questions, je vais juste essayer de les résumer. Votre sujet, le sujet que vous voulez présenter, est-ce qu'il est vraiment d'intérêt public? Est-ce que ces questions ont déjà été abordées? Si elles n'ont pas été abordées, pourquoi n'ont-elles pas été abordées? Quels sont les enjeux derrière tout ça? Et puis, qui est responsable? Comment est-ce que votre reportage va atteindre votre public cible ou les publics, si vous avez des publics variés, comment ça va les atteindre? Quelles sont les actions, les pistes de solutions et quel est l'impact de votre travail? Donc, il faut y réfléchir déjà en amont. Et lorsque vous réfléchissez en amont, prenez le temps qu'il vous faut pour faire des bonnes recherches et un travail préalable
et puis venir avec une proposition, un projet costaud, parce que je dois aussi le dire que lorsque nous recevons le projet venant de l'Afrique, nous nous rendons compte que il y a beaucoup plus de projets qui viennent des anglophones que des francophones. Et les projets qui viennent des francophones, par moment, on a comme l'impression que les gens n'ont pas pris le temps de bien revoir leurs propositions. Et lorsque vous allez sur notre site, vous allez voir on vous donne des directives. Si vous vous donnez la peine de suivre toutes ces directives, je pense que vous pouvez venir avec des projets intéressants, avec des projets à impact, et puis des projets qui vont pousser à ce que les choses puissent commencer à bouger dans la sphère francophone. Je vais m'arrêter ici et passer la parole à Arthur, qui est un de nos bénéficiaires. Lui va partager son expérience. Arthur? Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup, Augustine. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi qui vous parle, c'est Arthur Wiesmann. Et je suis journaliste environnemental depuis fin 2021. Et comme on me l'a demandé, je vais vous partager mon expérience sur le reportage environnemental. Je veux vous partager surtout sur comment rédiger un pitch qui peut séduire les politiseurs. D'abord, où peut-on trouver le pitch, les idées du pitch? Et en fait, lorsqu'on rédige un projet, un pitch, il faut d'abord lire ou consulter les études scientifiques. Et vous savez, chaque année, les chercheurs publient des articles scientifiques, mais aussi le gouvernement publie aussi des rapports. Et vous allez les trouver surtout dans les agences chargées pour la protection de l'environnement. Et vous allez voir les défis auxquels ils font face chaque année. Ces articles scientifiques ou ces rapports peuvent vous aider à trouver les informations qui peuvent servir de pitch. Et aussi, lorsque vous voyez les journalistes, nous participons souvent aux ateliers, dans les conférences, dans les tables rondes. Et vous savez, lorsque l'on est là, c'est pas juste pour seulement assister à l'atelier. Et là aussi, c'est un moment pour trouver des idées d'articles. Et aussi parce que souvent dans les ateliers, vous rencontrez des experts en matière, disons, de l'environnement. Et là, on peut, par exemple, si vous avez un sujet que vous ne comprenez pas, c'est le temps pour vous interviewer un chercheur ou bien un activiste. Et souvent parce qu'ils sont outillés, ils peuvent vous donner des informations intéressantes à votre pitch. Aussi, il y a aussi les terrains. Et lorsqu'on lance un appel à candidature, parfois, il peut y avoir que vous n'avez pas d'informations suffisantes pour écrire un pitch. Et dans ce cas-là, c'est bon de se rendre sur le terrain pour récolter l'information et cela va vous guider. Et je me souviens la fois passée lorsque je faisais un reportage sur le commerce transfrontalier du bois du Congo, parce qu'il n'y avait pas d'études ou d'articles qui a été déjà publié.
et par, disons, que ce soit les chercheurs ou les journalistes, j'ai été obligé de me rendre sur le terrain et pour interroger ces gens avant que je ne soumette mon pitch. Et ça aussi, c'est un moment, c'est important de donner un pitch de qualité. Donc, et pour l'avoir, il faut se rendre certain. Aussi, il faut lire les projets déjà réalisés. Et par exemple, Politiseur publie nos reportages et aussi il y a d'autres organisations qui publient les reportages environnementaux et ça peut vous aider à trouver une idée du pitch. Et quand on commence à rédiger un pitch, il y a quelques aussi astuces qui peuvent vous guider. En fait, c'est bon de raconter votre pitch comme un récit. Et en fait, lorsque l'on écrit un pitch, il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre la première phrase et la deuxième phrase. Ça doit se compléter. C'est ce que moi, je fais souvent. Ensuite, il faut, par exemple, pour utiliser, limite souvent les mots. Et pour y arriver, lorsque l'on vous donne 50 mots pour rédiger un projet, il faut éviter par exemple, les adverbes, les adjectifs, etc. Aussi, il faut intégrer les données dans votre projet pour montrer l'état derrière des faits, pour montrer qu'on maîtrise le sujet. Aussi, il faut montrer les méthodes de journalisme que vous allez utiliser dans votre pitch. Par exemple, si vous allez utiliser les données, où est-ce que vous allez les trouver, et quels sont par exemple, si vous allez réaliser des visualisations, et quelles sont les visualisations que vous allez faire, des choses du genre. Et il faut aussi montrer les sources que tu vas interroger. Aussi, il faut aussi montrer où est-ce que vous allez réaliser votre reportage. Et on l'a souligné tout à l'heure, on a dit qu'on doit avoir un plan de distribution. Pour utiliser, c'est bien de montrer comment est-ce que tu vas atteindre votre public. Et là, il y a les lettres d'engagement pour montrer que il y a des médias qui ont accepté de publier, de diffuser votre reportage d'enquête. Et aussi, il y a un aspect sécurité, c'est important parce que parfois, on écrit sur des sujets qui fâchent et il faut montrer comment tu vas assurer votre sécurité. Et enfin, il y a les exemples de travaux déjà publiés pour montrer que tu as déjà fait de tes articles, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour utiliser, lorsque vous avez soumis votre pitch, souvent, lorsque ça capte leur attention, ça attire leur attention, on vous aide à améliorer votre pitch. Et il ne faut pas le voir comme un moment de... donc, lorsque vous utilisez, vous commencez à vous contacter, et c'est bon de faire des recherches encore pour améliorer votre pitch. Et merci pour votre aimable écoute. Et c'est par là que je m'arrête. Maxime, si tu peux me permettre, j'ai parlé de la subvention, de la soumission des projets, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas parlé de l'argent. Je vais juste ajouter un petit mot parce que ça, c'est des questions qui m'avaient été posées avant. Le plafond, on veut... si vous avez un projet qui varie entre 5 000 et 15 000 $, je pense que cela peut passer. Mais on ne va pas dire 15 000, c'est ça le plafond, mais le tout dépend
spécificités de votre projet. Merci, Maxime. Merci beaucoup, Augustine. Merci. Tout à l'heure, je vais vous redonner la parole d'ailleurs pour que vous puissiez répondre à des questions qui sont déjà posées dans la partie questions-réponses. Merci beaucoup, Madeleine. Merci, Augustine. Merci, Arthur, pour ces présentations. Juste pour faire un résumé rapide, il y a plus de Center reçoit des pitchs sur des questions environnementales, mais aussi sur tout autre sujet, y compris des sujets liés à la gouvernance. Il y a plusieurs projets actuellement au niveau de plusieurs centers et il faut prendre le temps de bien travailler sur les pitchs. Il ne suffit pas juste de faire un travail expéditif. Et parfois, comme il a dit Arthur, ça demande d'aller sur le terrain déjà, de collecter les premières données pour pouvoir soumettre un pitch de qualité. Après, si vous soumettez votre pitch et que il se trouve qu'il y a des choses qui manquent dedans, puis les CNT peuvent vous accompagner à améliorer votre pitch pour que ce soit assez solide avant d'aller sur le terrain. J'espère avoir été fidèle à ce que vous avez présenté, Madeleine, Augustine et Arthur. Alors, il y a déjà quelques questions dans la partie questions-réponses. Euh, je ne sais pas qui va répondre, mais il y a une première question qui dit comment est-ce que vous acceptez, dans quelle mesure vous acceptez des collaborations avec des journalistes chercheurs? Bon, j'avoue que pour moi-même, c'est un peu confus ce que notre ami met dans journaliste chercheur, mais j'imagine que c'est des journalistes qui sont journalistes, mais qui en même temps font des recherches scientifiques. Et donc, dans quelle mesure vous collaborez avec ces genres de profils? Je peux y aller et puis Madeleine pourra me compléter. OK. Je pense cette question-là, je pense je vais essayer d'expliquer ça en deux. La première des choses, ce que je comprends, c'est que ça, c'est parce que c'est des questions qui nous sont posées. Il y a des fois, les journalistes veulent collaborer avec les chercheurs pour soumettre leur projet. Et euh, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que le journaliste, souvent, le chercheur, c'est aussi une source. Donc, il arrive de fois que le journaliste soit obligé de budgétiser le chercheur. Ça passe aussi parce que si le chercheur est pris comme expert, par exemple, le journaliste n'est pas fort en production de quelque chose et que c'est le chercheur qui va faire ça. Par exemple, le chercheur, il peut produire la carte, il peut l'aider. À ces moments-là, le chercheur qui est considéré comme expert, il peut être budgétisé. Lorsqu'il s'agit d'une collaboration entre chercheurs et journalistes, il faudrait que le journaliste, en soumettant, explique bien le rôle de chacun. Quel sera son rôle à lui et quel sera le rôle du chercheur? Parce qu'il ne faudrait pas que le journaliste soit considéré soit comme un communicateur qui va être utilisé par le chercheur pour publier les résultats de ses recherches. Je pense, je peux m'arrêter là et permettre et laisser Madeleine me compléter. Oui. Alors, avant que Madeleine ne prenne la parole, juste ajouter que ici, ils ont mis journaliste chercheur. Ça veut dire que c'est le journaliste qui est en même temps le chercheur. Donc, comme ça, pour préciser en fait la question pour Madeleine. Madeleine? OK, merci pour la question. Je pense que nous acceptons les collaborations avec les chercheurs. Je peux prendre un exemple d'un projet que nous avons reçu où une journaliste a pitché pour travailler sur une thématique spécifique et était en collaboration avec une enseignante d'université qui travaillait sur la même thématique. Donc, l'enseignante d'université qui est une chercheure et qui fait des travaux sur la question, elles se sont mises ensemble pour pouvoir réaliser des stands sur le terrain, mais aussi la spécification, c'est que la chercheure devait publier dans une revue scientifique, par exemple les résultats de la recherche, pendant que la journaliste devait publier dans un média. Et il y a aussi des cas où ils ont publié dans le média ensemble. Donc là, ça montre un peu la plus-value. Et pour nous, c'est aussi des alliances intéressantes de voir que le travail ne va pas se limiter à une audience grand public, c'est un travail peut-être qui va aller dans les universités. Mais là où nous sommes un peu plus exigeants sur l'indépendance.
que ce soit clair, que voilà, quelqu'un ne travaille, chacun a son objectif bien clair et que la collaboration respecte les règles et principes déontologiques du journalisme. C'est encore ce que je peux ajouter. Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, il y a Augustine qui a parlé de budget. Augustine, est-ce que par exemple, vous devez revenir un peu sur les détails du budget, c'est-à-dire que quelles sont les lignes qui peuvent être prises en compte par Pulitzer dans un projet qui vous est soumis et quelles sont les lignes qui ne sont pas acceptables dans un projet qui vous est soumis? Peut-être, bon, enfin, je ne Mhm. sais pas si c'est vous ou Madeleine ou voilà. Donc, je vous laisse la Nous parole. deux, ouais, nous deux, nous pouvons y répondre. Lorsque quelqu'un soumet un projet, il y a des choses que nous ne finançons pas. Par exemple, le salaire. Nous ne donnons pas le salaire. L'argent que nous donnons, c'est l'argent pour la production de vos articles. C'est-à-dire, ça couvre le transport, tous les déplacements, ça couvre pour ceux qui travaillent sur les données, ils ont besoin de l'argent pour ça. Ça couvre la restauration, les hôtels, euh, pour certains, ceux qui doivent effectuer des déplacements dans des pays, dans d'autres pays, le visa, globalement, c'est tout ce qui touche la production de votre investigation. Mais les choses comme l'achat caméra, l'achat de tout, les locations, nous pouvons accepter. Parce que vous pouvez vous dire, vous n'avez pas le matériel de bonne qualité, vous voulez produire euh, des vidéos ou vous voulez produire du matériel de bonne qualité, du matériel professionnellement acceptable, vous pouvez louer. Mais nous allons pas vous donner l'argent pour acheter ce matériel. C'est ce genre de choses. Mais euh, pour les freelances, il y a certains freelances qui posent la question et nous ne sommes pas payés. Comment ça se passe? Il y a des choses que nous regardons aussi au cas par cas, mais globalement, nous ne payons pas de salaire, nous n'achetons pas le matériel de production. OK. Est-ce que Madeleine souhaite ajouter quelque chose ou c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, une question, vous ne payez pas de salaire, mais est-ce que par exemple, est-ce que certains considèrent comme des perdièmes, je ne sais pas, quelqu'un qui va sur le terrain et est-ce que la personne peut prévoir des perdièmes par jour, par exemple, supposons un freelance qui va sur le terrain? Alors, quand nous parlons de frais de descente sur le terrain dont Augustine a parlé, par exemple le transport, le logement, la nutrition, ça va de soi. Maintenant, que ce ne soit pas dans le sens de salaire ou honoraire pour le travail réalisé, parce qu'on est bien conscient qu'en allant sur le terrain, il faudra que le journaliste mange et que ça reste dans des coûts qui sont appliqués de façon raisonnable pour la localité que la personne va visiter. Parce que le plus souvent, parfois dans des budgets, on peut trouver un très grand écart entre ce qui est entre la réalité et ce que le journaliste propose. Et là, c'est souvent des sortes de signaux d'alerte qui nous disent, est-ce que ce journaliste ne veut pas se faire payer dans ce travail? Pourtant, nous ne payons pas le salaire, donc est-ce qu'il ne grossit pas les chiffres pour pouvoir peut-être gérer d'autres frais qui ne sont pas pris en compte par le police d'assainte? Donc, ce que nous conseillons souvent, c'est de rester dans la limite du raisonnable, dans des coûts qui sont applicables, tant que ça vous permet de financer les coûts solides, les coûts durs de la production. Vous pouvez aussi payer, par exemple, un photographe. Ce que nous conseillons aussi régulièrement, c'est au lieu de, par exemple, louer une caméra, pourquoi vous ne faites pas alliance avec un jeune photographe ou un photographe professionnel qui va être celui-là, qui va aller sur le terrain avec vous, qui va faire s'occuper des photos pendant que vous, journaliste, vous réalisez la partie entretien et autres. Il va immortaliser toutes les scènes les plus importantes de votre reportage. Et dans ce cas, nous savons que vous allez payer le photographe pour le temps qu'il va réaliser, qui sera sur le terrain avec vous. Vous pouvez aussi payer, par exemple, un guide local ou un reporter local. Si je quitte, par exemple, du Cameroun pour aller au Sénégal et que je vais travailler avec un journaliste sénégalais, qui va m'accompagner dans les communautés, qui sera à ce moment considéré comme un journaliste local parce que moi, je viendrai d'un autre pays. Il faudra qu'on puisse avoir des frais pour le payer. Maintenant, c'est la personne, c'est l'équipe phare du projet qu'on dit, pas de salaire. C'est vrai que c'est une question qui suscite souvent des remous parce qu'on connaît notre contexte, mais pour le moment, c'est les standards qui sont appliqués et au cas par cas, il peut y avoir quelques exceptions, mais c'est très rare.
Ok, merci beaucoup. Madeleine, je voulais rebondir sur la question les frais, par exemple, ne pas éviter de grossir les frais de façon artificielle. Est-ce que vous avez des cas ou un cas à partager avec nous, des exemples concrets, par exemple, de combien quelqu'un a prévu et qui était de loin au-delà de la réalité en fait sur le terrain? OK. Disons, si je prends juste des frais de communication où un journaliste vous dira dans son enquête, je vais communiquer pendant les 6 mois du projet. Donc, c'est téléphone, Internet, et on voit par exemple 1 000 $ pour les frais de communication. Et il y a d'autres lignes où il dit, par exemple, je vais passer 3 semaines dans une communauté. Pourtant, s'il a fait une recherche préliminaire, il n'aura pas besoin de passer, par exemple, 3 semaines dans une communauté. Et encore plus, si le sujet a des risques sécuritaires et autres, on lui demanderait, mais pourquoi vous êtes obligé de faire trois semaines dans cette communauté? Est-ce que ça ne vous met pas plus en danger? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir déjà bien préparé le terrain en amont avant d'y aller? Parfois, il y a aussi des doublons en termes de, je vais travailler sur une enquête qui concerne par exemple, l'exploitation forestière illégale dans un pays donné et je veux aller sur tous les sites. Je veux faire les déplacements dans 5 sites pour vérifier la même chose. On va vous dire, mais vous pouvez vous focaliser sur les sites les plus importants et ça vous permet de travailler sur un budget raisonnable et vous appuyer sur d'autres sources pour obtenir les informations de part et d'autre. Parfois, c'est sur les coûts de transport qui peut avoir des exagérations et on a des gens comme Maxime, on a des gens comme d'autres confrères qui sont un peu partout. Donc, parfois, quand il y a des signaux d'alerte, on peut facilement passer un coup de fil pour dire, mais Maxime, de Dakar pour Ziguinchor, par exemple, c'est combien le transport moyen? Ou bien pour louer un véhicule pour aller dans telle localité, c'est combien le transport moyen avec le carburant? Si le journaliste a dit qu'il devrait y aller peut-être avec 5 000 $ et qui seront 5 dans l'équipe à y aller, ça va grossir, ça va monter peut-être à 15 000 $ juste pour le transport. Donc, c'est des petites choses comme ça qui n'ont l'air de rien, mais qui grossissent le budget et qui donnent l'impression à celui qui évalue la candidature que soit vous ne maîtrisez pas le sujet, soit vous voulez juste vous faire de l'argent à travers cette proposition. Donc, la priorité pour vous n'est peut-être pas le sujet en lui-même, mais c'est de l'argent que vous voulez vous faire. C'est juste ça. Ok, J'espère avoir merci apporté des beaucoup. éclairages. Oui, je pense aussi. Alors, il y a une autre question ici qui parle de projets à court et à long terme. Donc, la question dit, voilà, j'ai entendu projet de court et long terme. Le court terme renvoie à combien de semaines, par exemple? Combien de semaines, combien de mois? Étant dans la zone du Sahel, j'ai l'impression que pour le dire, fait un focus spécial sur les changements climatiques. Thème intéressant et d'actualité, mais un peu difficile à réaliser dans nos réalités. Zone rouge, conflit, régime militaire, déception, ainsi de suite. On se sent un peu mis à l'écart au Sahel. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous répondez à cette question, Madeleine et Augustine? Faut surtout pas se sentir mis à l'écart. Faut surtout, c'est un sentiment qui peut très vite arriver, mais je dirais ce n'est pas nécessaire de se sentir mis à l'écart parce qu'on ne met personne à l'écart. Nous avons parfois des appels spéciaux que nous lançons, comme les appels spéciaux qui sont en cours, mais en dehors des appels spéciaux, on a des grands qui reçoivent des candidatures chaque jour, de façon quotidienne. Par exemple, le grant que j'ai présenté sur les sujets peu médiatisés en Afrique. Vous pouvez avoir un sujet environnemental ou bien lié au changement climatique qui est très intéressant, mais vous dites, dans ma localité, ce sera très difficile de réaliser le sujet parce qu'il y a des conflits, parce que la zone est prise d'assaut par des groupes armés et je ne peux pas y aller. Vous pouvez trouver un autre sujet qui n'a rien à voir avec cette thématique-là. Et l'essentiel, c'est que ce soit un sujet qui est digne d'intérêt pour le public que vous voulez toucher, qui est un sujet qui concerne une thématique globale et qui est un sujet ou un angle qui n'est pas assez médiatisé, qui n'a pas encore été assez traité par des personnes. Et comment est-ce que votre méthodologie nous montre que c'est un sujet intéressant et vous allez le faire de manière innovante et intéressante. Donc, il n'y a pas de pays que nous excluons. Maintenant, pour rebondir un peu sur la question de la sécurité qui est réelle, et nous en sommes conscients dans beaucoup de pays, dans notre région, enfin en Afrique en général, mais dans les pays du Sahel, par exemple, il y a les questions de la sécurité qui est en cours et ce que nous faisons, c'est nous essayons de voir dans quelle mesure avoir des projets où les médias peuvent appuyer le journaliste sur le plan de la sécurité. Parce que là, c'est vraiment le nœud de la chose. Si un journaliste freelance ou un journaliste qui travaille pour un média décide d'aller travailler sur une thématique
dans une zone dangereuse et qui n'a pas de backup, il n'a pas de médias qui va assurer sa sécurité, pour nous, nous ne sommes pas prêts le plus souvent à financer. Mais quand nous voyons qu'il y aura toute une équipe pour veiller soit à une évacuation rapide, soit à faire des check-ins constants pour savoir est-ce que le terrain, ça se passe bien, donc, pour avoir d'abord cette évaluation des risques auxquels on peut être exposé et avoir un protocole à suivre pour que la sécurité soit de mise. Donc, même les sujets où il y a des problèmes de sécurité, nous pouvons les prendre s'il y a un protocole qui est mis en place pour la réalisation du sujet. Donc, pour être clair, ou si j'ai bien compris, c'est que oui, effectivement, parfois on peut avoir l'impression que Protégea Center s'intéresse beaucoup aux sujets liés à l'environnement, au changement climatique, mais Protégea Center reçoit des pitchs, des sujets bien au-delà de ces thématiques, quoi. Quel que soit le thème, pourvu que le sujet soit intéressant pour vous, et quel que soit le pays en Afrique, vous pouvez pitcher le sujet. C'est vrai que parfois, avant que moi aussi je ne comprenne mieux, je pensais que plusieurs centres étaient focalisés sur les questions de l'environnement. Et justement, comme l'a dit Madeleine, il y a pas une deadline, il n'y a pas un délai pour soumettre ces sujets-là. C'est tous les jours, tout au long de l'année, vous pourrez toujours soumettre vos pitchs. Alors, d'autres questions ici, j'essaie de les trier pour voir lesquelles ont déjà reçu des réponses. Alors, il y a une question qui dit, Augustine a parlé de quelque chose d'important, donc le projet peut être, dans quel cas, par exemple, un projet peut être rejeté? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en réalité? Peut-être Augustine, peut-être Madeleine. Ah, ok. Un projet, la plupart, il y a plusieurs projets d'abord qui sont rejetés lorsque ce sont des sujets ont été largement couverts, les angles largement couverts. Et il y a même des sujets qui ne demandent pas, qui ne nécessitent pas une subvention pour être réalisés. Par exemple, un sujet que je peux réaliser chez moi ou bien dans mon quartier, j'ai pas besoin de fonds pour ça. Ces genres de sujets, lorsque ça ne touche pas aux aspects peu reportés, je pense que c'est des sujets que nous rejetons, nous rejetons. Il y a aussi d'autres sujets. Maintenant, là, je pense qu'on peut le dire, hein, il y a des gens qui, c'est-à-dire lorsque vous avez comme l'impression, pas que vous l'avez comme l'impression, vous avez même la confirmation que les gens ont juste généré les pitchs à travers l'intelligence artificielle. Donc, ils ont tout généré comme ça. Et quand vous regardez la problématique posée et la réalité, vous vous rendez vraiment compte qu'il y a un grand écart et que l'intelligence artificielle a amené le journaliste à faire tout faux. C'est des choses qui peuvent pousser à ce que l'on puisse rejeter. Il y a aussi le fait que quelqu'un présente un sujet, mais lorsque vous allez vérifier dans ce qu'il a déjà fait, vous vous rendez compte que le sujet qu'il propose, il a beaucoup plus de poids que le même. Ça veut dire, vous ne trouvez rien qui démontre qu'il est capable de, de bien conduire cette investigation-là. Ces genres de choses aussi. Et puis, pour finir, avant que je laisse la parole à Madeleine, lorsque, par exemple, quelqu'un vient proposer un sujet qui touche et vous vous rendez compte que ce sujet-là aura, comment je dis, euh, sur l'aspect du point de vue sécuritaire, que la faisabilité des sujets va poser problème. Là, nous allons nous dire, nous voulons de bons sujets, c'est vrai, mais on ne veut pas exposer, on ne va pas se tuer pour faire des investigations. Parce que par moment, on a comme l'impression que le journaliste a oublié ou bien a omis de se référer, de penser à sa sécurité. Il a proposé un sujet. Il vous dit même que c'est dans une zone à risque. Et vous vous rendez compte que ces sujets-là, il ne pourra pas le faire. Et donc, pour ce genre de choses, généralement, nous choisissons de rejeter. OK. Madeleine? Oui, moi je vais revenir sur
sur les pitchs générés par intelligence artificielle. Parce que je pense que on en reçoit aussi et c'est toujours désolant de le recevoir. Parfois, le journaliste a un bon profil, il a déjà fait des travaux intéressants, mais dès que vous ouvrez le pitch, vous vous rendez compte qu'il y a des 1 tiret, 2 tirets, 3 tirets. Donc, il est parti demander peut-être à ChatGPT et on lui a produit un texte correspondant à la réalité qui voudrait dénoncer. Et quand on reçoit souvent ce type de pitch, ça n'aide pas sur l'image, sur la réputation du journaliste qui a soumis le pitch, même s'il fait déjà un travail de qualité. Donc, c'est vraiment juste un appel à dire, même si on va s'appuyer sur les outils liés à l'intelligence artificielle pour améliorer ou pour faire des recherches additionnelles, il faut toujours qu'il y ait notre touche personnelle de celui qui rédige, notre touche personnelle de celui qui maîtrise le sujet et qui peut l'expliquer pour que celui qui lise son pitch soit conscient que ça, il y a une touche humaine dans ce qui a été fait. Donc, dans la mesure vraiment du possible, nous vous encourageons à ne pas envoyer des pitchs qui ont été totalement, entièrement rédigés par l'intelligence artificielle. Il y a aussi d'autres aspects, par exemple, on dit qui mérite d'être touché par ce sujet ou bien qui mérite de lire ce sujet. On aligne une série d'acteurs, les décideurs, les machins. Or, quand c'est un sujet qui vous parle, que vous maîtrisez, vous allez peut-être dire, dans telle communauté qui est affectée par le problème, il est important qu'elle soit au courant, qu'elle soit outillée. Tel décideur qui a pris telle mesure administrative n'est peut-être pas au courant de ses retombées. Donc, ce sera plus concret, plus palpable. Et ça intéresse davantage l'équipe qui évalue les propositions. Ok, merci beaucoup, Madeleine. Une question qui m'intéresse ici, est-ce qu'on est obligé de pitcher le sujet en anglais pour pour se donner, pour avoir plus de chances pour que ça passe? Pas du tout, pas du tout, pas Ah, du tout. vous avez intérêt à dire non, hein, sinon c'est moi-même. Alors, on n'a pas besoin de pitcher. C'est vraiment la bonne nouvelle. Et ça, c'est depuis au moins 2 à 3 ans que ça a été instauré pour les Ascenta où les pitchs sont reçus. On a 5 langues dans lesquelles les pitchs sont reçus parce que dans le staff, il y a des personnes qui ont ces langues-là comme langue principale. Donc, vous pouvez soumettre vos pitchs en français ou en anglais ou en portugais ou en bahasa ou en espagnol. Donc, voilà nos 5 langues de travail quand vous avez un pitch à soumettre. Donc, ne vous cassez pas la tête pour vouloir écrire ou bien traduire ce que vous voulez dire en anglais avant de soumettre. Si vous soumettez le pitch en français, nous allons l'évaluer. Même si c'est un collègue qui évalue, nous sommes dans l'équipe, les francophones sont dans l'équipe, auront toujours un regard à donner pour dire sur le plan, voilà ce que la personne voulait peut-être dire si les autres n'ont pas bien compris. Donc, mettez votre pitch dans la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et cela est aussi valable pour la publication. Vous n'êtes pas obligé de publier en anglais, vous publiez dans votre langue de base, la langue du média qui a accepté de vous appuyer. Maintenant, quand le journaliste reçoit le grand définir son travail, ce qu'on demande souvent, c'est un petit résumé en anglais ou en français et on peut traduire de ce que vous avez découvert dans votre projet. Donc, nous sommes ouverts à ces 5 langues-là. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Ok, merci beaucoup. Il y a une question qui dit, est-ce que deux journalistes d'un même pays peuvent se mettre ensemble pour proposer un pitch? Et question complétée par une autre qui dit, vous avez parlé d'un montant je pense que c'est Augustine qui a parlé de $15 000 par exemple. Est-ce que c'est un montant qui s'applique à toutes les propositions, enfin à tous les grants que vous avez? Donc, voilà. J'ai bien dit en fonction des spécificités de votre projet. Généralement, ça commence de 2500 ça va au-delà. Il y a des projets qui ne nécessitent pas à ce que vous puissiez dépenser 15 000. Ça peut nécessiter juste que vous puissiez dépenser 3 000. Alors, venez avec un projet de 3 000 et ce projet de 3 000 pourra être financé. En ce qui concerne la collaboration, Maxime, je peux te dire que moi, je suis fan de la collaboration parce que j'ai toujours considéré que lorsque on collabore, c'est pour que nous puissions venir avec quelque chose de qualité. S'il faut que deux journalistes se mettent ensemble pour collaborer autour d'un sujet, je crois qu'ils sont les bienvenus. Ça peut être deux journalistes d'un même pays. À ce moment-là, s'ils ont, par exemple, je ne sais pas, 4 sites à visiter, ils peuvent se répartir. Chacun, celui-là va visiter 2 sites, l'autre va sur les 2 autres sites. C'est toujours faisable. Ils peuvent être aussi, pas forcément du même pays, ça peut être des journalistes de 2 ou 3 pays différents.
Et ça, et puis, moi, j'ai même déjà eu à avoir des journalistes anglophones et francophones qui se sont mis ensemble et qui ont produit des bons reportages de collaboration. Bon, je me suis dit, ça, c'est des choses aussi à faire. Pourquoi pas? Ok, merci beaucoup. Une autre question. Il y a quelqu'un qui a l'impression que les Jacinta est plus focalisé sur la presse écrite. Est-ce que c'est vrai? Non. Nous savons bien, je vais essayer de dire quelque chose et puis laisser la parole à Madeleine. Lorsque vous soumettez votre proposition, il y a un endroit où on vous pose la question, quels sont vos publics cibles? Généralement, les gens oublient que lorsque, par exemple, je dis parmi mon public, parmi mes publics cibles, il y a aussi les communautés locales. Donc, je dois proposer un format et un média qui va me permettre d'atteindre ces communautés locales. Et nous savons bien que en Afrique, quels sont les médias qui nous permettent d'atteindre des communautés locales? Ce sont les radios ou les radios communautaires. Et donc, si vous dites, parmi vos publics cibles, il y a les communautés locales, mais vous venez avec les médias, la presse en ligne. La question qu'on va vous poser, est-ce que vous pensez qu'avec la presse en ligne, vous serez capable de toucher les communautés locales? Donc, nous, nous tenons compte de votre public cible, des formats que vous proposez et des médias qui vont vous permettre à atteindre ces publics. C'est même la raison pour laquelle Arthur a dit que vous pouvez venir avec votre pitch et on peut vous aider à l'améliorer parce que vous pouvez, en soumettant, ça peut vous échapper, mais nous, en regardant, nous allons vous dire, est-ce que vous pensez qu'avec les médias que vous proposez, vous serez capable d'atteindre votre public cible? Parce que si vous n'atteignez pas votre public cible, même si votre article est de qualité et tout, vous aurez raté quelque chose parce que sans le public cible, votre histoire là, ça va toucher qui? Parce que nous écrivons pour que ça puisse toucher un public. Si ce sont les autorités, vous dites vous voulez atteindre les autorités, mais vous proposez seulement le média communautaire. Vous n'allez pas vous n'allez pas les atteindre. Donc, par rapport à votre public cible, proposez le format qu'ils vont comprendre et proposez aussi le média qui va vous aider à les atteindre. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. J'ai vu que Madeleine essaie de répondre à certaines déjà. Bonne pratique, merci Madeleine. Alors, pour ceux qui posent la question à propos du lien pour postuler, pour pitcher, il faut regarder au niveau du chat. Je pense que Madeleine a publié, a posté des liens là-bas qui vous permettent d'aller sur les pages. Alors, il y a un journaliste qui a posé la question de savoir, est-ce que, par exemple, bon, parfois ils ont des difficultés pour trouver un média d'envergure, c'est le terme utilisé par les journalistes, pour publier le média. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas? Le journaliste est toujours en contact avec l'éditeur ou l'éditrice qui suit qui évalue son projet. Nous avons, comment je peux dire, nous avons beaucoup de journalistes que nous connaissons, nous avons aussi beaucoup d'éditeurs que nous connaissons. Et au besoin, nous pouvons aider à mettre, surtout pour les freelances, on peut aider à les mettre en contact avec quelques éditeurs pour que eux-mêmes puissent faire le reste du travail, parce que c'est pas à nous de le faire, mais nous pouvons faciliter ces échanges, ce contact-là. Nous les faisons aussi. Ok. Et en amont, avant de soumettre le pitch, est-ce que le journaliste n'est pas tenu de préciser les médias qui vont relayer, qui vont publier ses résultats? En amont, le journaliste est obligé de le faire parce que lorsque le pitch est bon et que le problème se pose seulement au niveau du plan de distribution, à ce niveau-là, nous allons revenir vers le journaliste, échanger avec le journaliste. Et c'est quand nous échangeons avec le journaliste et que nous évaluons sa difficulté, à ce moment-là, nous pouvons nous dire et que nous pouvons te mettre en contact avec quelques éditeurs, à toi de voir comment est-ce que tu vas capitaliser ces relations-là. Ok. Et donc, pour être clair, on n'est pas forcément obligé d'avoir un accord avec The Guardian, Le Monde, New York Times.
BBC pour soumettre un pitch. On peut beau soumettre un pitch dont les résultats seront diffusés sur un média local, par exemple, une radio communautaire, un journal local, ainsi de suite. Je peux dire, je suis par exemple à Kinshasa, en RDC. Je produis un article en RDC. J'ai besoin d'atteindre les communautés locales, j'ai besoin d'atteindre les autorités. Nous sommes en RDC, nous connaissons bien les médias qui peuvent vous permettre d'atteindre directement les autorités, les médias qui peuvent vous permettre d'atteindre les communautés locales. Donc, on n'est pas obligé de chercher BBC et autres pour atteindre les autorités congolaises. Et puis, on n'est pas obligé seulement de prendre les médias internationaux, on peut même prendre des médias. Nous avons aussi des médias au niveau régional qui peuvent permettre à ce que vous puissiez atteindre vos cibles. Ok, merci beaucoup. Peut-être Oui, Arthur peut nous partager son expérience en matière de justement, des éditeurs et autres. Ouais. Arthur, tu veux bien me dire comment tu as vécu ça avec les éditeurs et puis où est-ce que, par exemple, tes sujets ont été diffusés et voilà. Oui, en fait, euh, mes articles sont souvent publiés par les médias locaux et les médias régionaux. Par exemple, au niveau local, j'ai déjà travaillé avec plusieurs radios. Et par exemple, il y a Isanganiro, il y a aussi Bonisha FM, et il y a d'autres, la presse écrite comme Burundi Echo, il y en a d'autres, ils sont nombreux. Et aussi, au niveau régional, c'est Infonaid qui a publié mes articles. Et aussi, il y en a d'autres comme Global Voice. En fait, et je connais ici parmi les journalistes qui participent à ce webinaire, il y en a ont publié donc il y en a les médias ont publié les articles et qui ont été rémunérés par ce média. Et donc, ce qui est, en fait, il faut juste leur montrer votre projet et leur montrer ce que vous voulez faire avec eux. Et souvent, ces médias acceptent de collaborer avec eux. Ok, merci beaucoup. J'essaie de trier à travers les questions. Il y a par exemple quelqu'un qui dit comment vous faites pour évaluer les budgets soumis vu que le coût de vie n'est pas le même suivant les pays. Alors, le coût de vie n'est pas le même suivant les pays, certes. L'avantage que nous avons, ou la chance que nous avons, c'est que nous travaillons, nous ne nous fions pas juste à l'équipe du police. Nous appuyons sur un vaste réseau qui a été bâti au fil des années. Au fil des années, depuis 20 ans que le police existe, c'est tellement de journalistes qui ont été appuyés, qui ont été soutenus à travers des grandes. Mais aussi, on a des conférences, par exemple, quand tu te retrouves dans une conférence comme l'AIGC ou n'importe quelle autre conférence régionale, tu te fais des contacts, tu rencontres des journalistes qui viennent de partout. Donc, il est très facile pour toi de passer un coup de fil pour savoir, Arthur, tu es au Burundi, quel est le coût de transport pour aller à tel endroit. Donc, le plus souvent, quand nous avons des doutes, nous nous appuyons sur notre réseau pour confirmer l'information. Parce que quand un budget est minimaliste ou bien exagéré, ça saute facilement à l'œil. Ça saute facilement à l'œil. Et quand ça saute facilement à l'œil, nous n'avons pas forcément les données, mais nous nous appuyons sur les personnes de notre réseau pour vérifier, pour fact-checker un peu ce que vous avez mis dans votre budget. Merci beaucoup. Désolée de fact-checker Alors, vos budgets, mais nous le faisons. voilà, il y a une autre question. Est-ce que par exemple un sujet qui a été déjà réalisé dans un autre pays peut vous être resoumis pour un autre pays? Donc, un sujet qui a été déjà réalisé par un confrère d'un autre pays, est-ce qu'un autre journaliste d'un autre pays peut vous soumettre un sujet similaire et que vous l'acceptiez? Tout dépend de ce que le journaliste veut apporter comme idée nouvelle dans ce sujet ou bien angle nouveau de traitement ou même la façon de réaliser. On peut avoir un sujet sur l'exploitation minière qui a été réalisé
au Burkina Faso et on a un journaliste qui revient peut-être au Ghana pour réaliser un même travail sur l'exploitation minière, on voudrait voir un angle nouveau. C'est par exemple comment l'exploitation minière détruit l'environnement et que le journaliste de Burkina a très bien fait ça. On souhaiterait par exemple que le journaliste de Burundi ou bien de la RDC, en venant le faire, nous montre par exemple, sur 10 ans, comment est-ce que cette exploitation minière a détruit, je sais pas, les forêts ou les communautés, ou bien nous parle, par exemple, des personnes ou des entreprises qui sont bénéficiaires de cette exploitation minière, qui exploitent ces minerais et qui en tirent profit au détriment des communautés. Donc, ce sera toujours se demander, ça a été traité ailleurs, comment je peux traiter ça différemment chez moi? Parce que quand c'est du copier-coller, quand c'est pour faire la même chose, on aura tendance à dire, ça, on sait que ça se passe déjà comme ça. Donc, le journaliste n'apporte pas une plus-value. Donc, c'est toujours intéressant de se demander quelle est la plus-value que le thème que je vais traiter, qui a déjà été abordé dans d'autres pays, va apporter. Je peux décider de le traiter dans un pays et décider de faire peut-être une lecture régionale du sujet, une analyse transnationale du sujet, ou bien une analyse financière sur ce que les gens gagnent à travers peut-être cette exploitation de l'or. Donc, c'est toujours la nouveauté, la nouveauté. Un peu comme dans une salle de rédaction. Dites-vous que nous sommes dans une salle de rédaction quand vous envoyez votre pitch. C'est comme vous êtes en train de dire à votre rédacteur en chef, j'ai trouvé le sujet qui va révolutionner ou qui va nous attirer une grosse audience et je voudrais le traiter. C'est d'avoir des arguments solides pour montrer que c'est pas comme les autres l'ont traité que je vais le traiter, mais j'ai des informations nouvelles que je veux mettre en avant. Et c'est vraiment comme un échange avec nous pour nous convaincre que c'est un sujet qui mérite d'être traité aussi simplement que ça, quoi. Merci beaucoup. Il y a une question ici, elle dit, dans le cas de radio communautaire, par exemple, si par exemple, moi, du Mali, je propose un sujet qui aurait une grande audience en bambara, donc une langue locale, est-ce que je dois nécessairement refaire le même travail dans une autre langue pour les besoins de redevabilité depuis le Jacinta? Est-ce que vous avez besoin que les sujets produits soient forcément en français, en anglais ou dans l'une de vos langues? Non, non, non. Je crois que Madeleine l'a bien souligné, que lorsque vous publiez selon la langue de votre média. Si la radio communautaire publie dans la langue du Mali, dans une langue locale, utilisez cette langue-là. Mais nous, ce sera juste un petit résumé. Parce qu'en fait, ce que nous faisons sur notre site, nous ne publions pas l'intégralité de vos articles. Nous publions un résumé et puis nous mettons un lien qui va renvoyer vers l'intégralité de l'article chez vous. Donc, ça veut dire que si c'est une production radio, il y en a qui le font, qui transforment directement. Si on nous l'envoie tel que nous avons toujours la possibilité de le publier sur Cloud, par exemple. Et lorsque nous le publions comme ça, nous avons le lien auquel nous pouvons rediriger les gens. Ok, Donc, si c'est en Swahili, faites-le en Swahili. Si c'est, je ne sais pas en quelle langue, faites-le dans la langue du média, parce que c'est ça votre public cible. merci beaucoup. Une autre question ici. Bon, j'essaie d'aller vite pour qu'on puisse prendre en charge le maximum. Alors, il y a une question sur le décaissement. Comment ça se passe? Est-ce que c'est par tranche? Est-ce que vous avez la totalité au début? Comment ça se passe? Au début, Parce que ouais. ok, Madeleine, tu peux y aller. Ok, merci. Donc, pour le budget ou bien pour le paiement de la subvention, le plus souvent, quand le projet est déjà approuvé au niveau du police centre, les prochaines étapes, c'est le journaliste va recevoir un contrat, donc il va nous dire, OK, maintenant on a validé ton projet, combien d'articles tu vas pouvoir publier? Est-ce que je vais publier 5 articles? Ce sera dans quel média et ce sera quoi le format? Et à partir de ça, on fait le contrat. Et dans le contrat, il sera stipulé que si tu as demandé, par exemple, 5 000 $, on va te remettre les 5 000 $ en 2 tranches. Une première tranche, après que tu aies soumis tout ce qu'on appelle les paperwork dans tous les documents, par exemple, la biographie des membres de l'équipe, tu as signé déjà le contrat. Donc, quand tu as soumis tout ça, on t'envoie 50% du montant initial de ta bourse. Et avec les 50%, tu réalises le travail, tu vas sur le terrain, tu publies. Et quand tu publies les articles principaux de ton enquête, on envoie le reste des 50% de ta subvention. Donc, c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Merci C'est en deux beaucoup. temps.
Ok, merci beaucoup. Il y a une question ici. Nous pouvons constater que vous demandez, au-delà de la publication dans les médias, une autre stratégie de diffusion de la production. Est-ce obligatoire? Qu'est-ce que vous entendez par stratégie de diffusion? Au début de la présentation, nous avons expliqué que le poliseur a deux principaux axes de travail. Un axe de travail qui consiste à financer les travaux des journalistes et un autre axe de travail qui consiste à porter ces travaux réalisés par les journalistes que nous finançons devant le grand public. Donc, diversifier, étendre la portée de ces travaux à travers la transformation, par exemple, en bande dessinée ou la réalisation des sensibilisations communautaires. Donc, la question qui vous demande comment est-ce que vous allez atteindre notre cible, c'est le plus souvent pour voir un peu, est-ce que vous serez prêt, par exemple, à être invité à une conférence internationale de journalisme pour parler de comment est-ce que vous avez réalisé votre travail. Est-ce que si notre équipe qui fait dans la sensibilisation et la mobilisation par exemple, un échange avec des jeunes professionnels dans votre pays, vous pouvez venir dans cet échange et parler de comment vous avez réalisé le travail, des principaux résultats que vous avez identifiés sur le terrain. Donc, c'est votre capacité à être disponible et à partager les résultats de votre enquête. C'est un peu ce qu'on essaie d'évaluer à travers cette question. Et votre capacité aussi à innover, à toucher de nouvelles audiences. Vous pouvez avoir une stratégie des réseaux sociaux à travers le média pour lequel vous travaillez qui fait que quand vous avez une enquête, vous allez faire toute une campagne en ligne. Mais il faudrait que ce soit quelque chose qui existe déjà. Donc, que ce soit pas des idées juste pour qu'on puisse penser que c'est intéressant, mais que ce soit des choses que vous savez que vous pouvez. Donc, ne citez pas beaucoup de choses, citez des choses réalistes et réalisables, même si c'est une seule chose et que c'est pertinent. Ça vous permet au moins de jauger votre intérêt pour l'expansion de votre article à des publics variés. Il y a quelqu'un qui a posé une question au sujet des données. C'est pas assez clair ici, mais bon, je vais peut-être essayer de reformuler. Est-ce que, par exemple, c'est obligatoire qu'on ait une dimension donnée data journalisme dans les pitchs et pour ceux qui souhaitent quand même en intégrer, mais qui n'en ont pas la capacité, comment vous gérez ce genre de situation? La Euh, dimension donnée, merci pour la question. Ok, merci. La dimension donnée n'est pas obligatoire, le data journalisme n'est pas obligatoire. Tout dépend du sujet que vous êtes en train de réaliser. Si votre sujet ne nécessite pas qu'il y ait un travail de data analyse, dites-le simplement, nous n'avons pas un travail d'analyse de données à faire super intéressant, enfin, un travail d'analyse de données à faire pour cet article, ça se comprend. Et on va juste évaluer si dans le pitch que vous avez envoyé ou dans le sujet que vous voulez traiter, il y a une dimension donnée que vous avez omis ou vous êtes en train d'ajouter une dimension donnée qui ne devrait pas forcément être pertinente. Et c'est toujours mieux, si vous ne comprenez pas bien la dimension donnée dans votre travail, d'essayer de regarder. Vous pouvez trouver un journaliste qui a déjà reçu un grand pullover et qui a utilisé des données dans son article. Vous pouvez aller sur le site de JGN pour voir comment est-ce qu'on ajoute des données ou bien trouver des journalistes ou des data journalistes avec qui vous pouvez collaborer, qui vont vous apporter cette touche donnée si elle est essentielle dans votre travail. Mais nous évaluons la pertinence et la cohérence dans tout ce que vous proposez. Donc, ne proposez pas quelque chose si ce n'est pas en cohérence avec la thématique que vous voulez aborder, juste pour qu'on dise qu'il y a des données dans l'aspect de data journalisme dans votre proposition. Merci beaucoup. Bon, il y a par exemple quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut avoir les liens des projets acceptés? Je pense que vous pouvez trouver tout ça sur le site de Pulitzer. Ce qu'on va faire, on a dépassé largement le temps. Je vois que c'est passionnant. Il y a eu beaucoup de questions ici. Euh, on est accessible, autant moi que les amis de Pulitzer Center, pour répondre à d'autres questions ultérieurement. Je vais rapidement partager avec vous, pour ceux qui connaissent pas notre site. Je crois que ça doit être c'est là. Désolé, ici. Ça, c'est le site de GIGN. Si je fais comme ça, vous êtes sur le site de GIGN en général, où on publie tous les jours des contenus, des ressources qui peuvent inspirer d'autres journalistes. Maintenant, si vous arrivez sur le site de GIGN, ici en haut, vous avez l'option les langues, et donc vous cliquez ici en français. Et vous avez par exemple ici un guide pour enquêter sur les combustibles fossiles, comment enquêter sur le greenwashing.
Et vous avez, comme par exemple ici, bon, c'est les meilleures enquêtes en français au cours de l'année passée. Donc, toute chose qui peut vous inspirer, comment enquêter sur les entreprises chinoises en open source. Ici, par exemple, comment enquêter sur les liens entre la finance et la dégradation de l'environnement. Vous avez en tout cas plein de ressources, ici des guides à gauche. Et ici, si vous regardez à droite, comment contacter GIGN en français à propos de GIGN. Et donc, vous avez le moyen pour nous contacter si vous avez des questions, que ce soit sur ce qu'on a dit aujourd'hui sur les opportunités avec plus des Center ou sur d'autres questions qui concernent le journal d'investigation. Hein. Que ce soit, par exemple, à un niveau où vous êtes en train de réfléchir à un projet, ou vous êtes en plein dans une enquête, ou bien vous avez réalisé une enquête et vous posez des questions sur l'après. On est là pour apporter des réponses. Je vais alors, avant de clôturer, redonner la parole d'abord à Arthur, si Arthur veut ajouter quelque chose avant qu'on ne se disperse. Et après, bon, on refait le tour inverse. Donc, on repasser par Augustine et Madeleine, l'éditrice j'ai toujours galéré avec les termes éditeur et éditeur en français. Donc, éditrice de plusieurs sites en Afrique. Donc, Arthur. Si je permets, Le Maxime, il y micro est... avait une question de Elsa à Arthur qui demandait, qui nous parle concrètement comment lui est venue l'idée de son enquête, combien de temps il a pris pour réaliser son pitch, quelles sont les difficultés rencontrées pendant l'élaboration du pitch, quelles sont les choses absolument à inclure. Donc, je ne sais pas OK. si ça a été Ouais, couvert. Arthur peut profiter et répondre à ça. Et puis, Arthur, votre micro est fermé. Oui. Et merci beaucoup pour cette occasion encore. Et comment le pitch m'est venu. Et en fait, et, bon, moi j'ai déjà bénéficié trois projets d'enquête depuis teaser. Et chaque fois, je vous ai partagé tout à l'heure le processus que plan pour arriver à un pitch qui peut convaincre Politizer ou d'autres organisations médiatiques. Et en fait, et, et, si vous faites des enquêtes, donc une enquête préliminaire, ou bien s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous, vous interviewez un chercheur ou un activiste qui est rodé en la matière, là, vous allez trouver des informations très intéressantes pour trouver un pitch convaincant. Aussi, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a des rapports et des études qui sont publiés chaque année. Et ce sont ces rapports-là que je consulte, ces articles scientifiques que je consulte avant que je propose euh, mon idée d'enquête. Voilà. Et merci Merci pour cette beaucoup. occasion. Merci beaucoup, Et, Arthur. et Comme quoi, il faut passer du temps, il faut prendre le temps, en fait. Il faut investir un peu de temps dans la préparation du pitch pour avoir un pitch de qualité. oui, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Augustine? Je vous remercie. Merci Maxime, merci à tous nos amis journalistes. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que, chers francophones, envahissons aussi le monde anglophone. Hein. Nous avons comme l'impression que le monde anglophone nous envahit, mais chers journalistes d'investigation du monde francophone, vous avez ces deux opportunités, mais il n'y a pas que ces deux. Lorsque vous venez sur notre site, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs opportunités qui sont offertes, pas seulement aux anglophones, mais aussi aux francophones. Alors, chers francophones, nous vous attendons. Merci Maxime et merci à tous. Merci. Je ne sais pas si Madeleine est toujours là. Madeleine? OK. Oui, bien évidemment, je suis là. Donc, je dirais simplement merci d'avoir participé à ce webinaire.
Augustine et moi, nous sommes toujours disponibles. Si vous avez des questions spécifiques, je pense qu'à la fin, vous allez recevoir les différents liens qui ont été partagés. Mais si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez toujours nous contacter euh, directement. Nos adresses email seront dans les slides qui vont vous être partagées. Malheureusement, nous n'avons pas pu les partager en direct, mais vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations. Et j'encourage toujours les journalistes à échanger avec d'autres journalistes qui ont déjà reçu des subventions pour apprendre d'eux, pour faire alliance. Parfois, c'est juste en collaborant avec un journaliste qui est le porteur principal du projet que vous allez savoir comment ça marche et la prochaine fois, vous aurez une expérience pour venir avec votre propre sujet. Merci beaucoup, merci à vous trois, merci à nos amis qui sont restés avec nous du début jusqu'ici. Alors, comme l'a dit Madeleine, nous allons vous envoyer un email donc qui va comprendre la présentation qui a été prévue, malheureusement qui malheureusement n'a pas été déroulée, ainsi que des ressources, des contacts. Et voilà. Et donc, nous vous encourageons, comme il a dit Augustine, envahir, on peut le dire, à ne pas leur laisser beaucoup de choix que de financer, beaucoup d'enquêtes francophones. Merci beaucoup et à la prochaine. Alors, restez souvent, visitez souvent nos plateformes, interagissez avec nous sur nos plateformes. Nous avons une série d'activités en vue. Nous allons les relayer sur les plateformes. Quand je parle de plateformes, je parle de Facebook, Twitter, LinkedIn. Et visitez souvent les plateformes. Vous n'allez pas manquer les prochaines activités que nous avons prévues. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.